Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 6 janvier. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elisabeth Moore-Obin, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacrée notamment à la reconnaissance par l'entité sioniste du prétendu État du Somaliland. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf réitère la condamnation par l'Algérie de l'action unilatérale menée par l'entité sioniste, exprimant sa solidarité avec la Somalie. Ahmed Attaf reçoit à Alger la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, Amy Pope. Les deux parties évoquent notamment les moyens d'assurer une prise en charge efficace dans divers défis liés au dossier migratoire. Et puis l'entité sioniste continue de violer le cessez-le-feu à Gaza en faisant au moins un martyr à Khan Younes dans le sud de l'enclave palestinienne. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mardi à Alger l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elisabeth Moore-Obin, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Je vous le disais en titre, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a participé ce mardi à une réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tenue par visioconférence, consacrée à l'examen des récents développements en Somalie et notamment à la reconnaissance par l'entité sioniste du prétendu État du Somaliland. Dans son intervention, Ahmed Attaf a réitéré la condamnation par l'Algérie de l'action unilatérale menée par l'entité sioniste et a exprimé sa solidarité avec la Somalie. Let me start by reiterating Algeria's strong condemnation. Permettez-moi de commencer en réaffirmant la condamnation ferme de l'Algérie face à la récente reconnaissance unilatérale de ce qui est appelé la République du Somaliland par les autorités israéliennes d'occupation. Dans le même esprit, je tiens à réitérer la solidarité constante et indéfectible de l'Algérie avec la République fédérale de Somalie dans l'ensemble des efforts qu'elle déploie pour préserver sa souveraineté, son unité nationale et son intégrité territoriale. À cet égard, il nous appartient à tous de garder à l'esprit que l'occupation israélienne, après avoir contribué à propager l'instabilité, les tragédies et le chaos au Moyen-Orient à travers une série ininterrompue d'agressions militaires à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie, au Yémen et en Iran, s'emploie désormais à créer un nouveau foyer de tensions et de conflits dans la région de la Corne de l'Afrique. Et pour Ahmed Attaf, la mesure unilatérale de l'entité sioniste ne menace pas uniquement la Somalie, mais l'ensemble de la région de la Corne de l'Afrique, le continent africain et la communauté internationale de manière générale. The matter before us today. La question que nous examinons aujourd'hui suscite une profonde préoccupation, non seulement pour la République fédérale de Somalie, mais également pour la région de la Corne de l'Afrique, pour le continent africain, dans son ensemble, ainsi que pour la communauté internationale de manière générale. Il s'agit indéniablement d'une question qui préoccupe la Somalie au niveau national, étant donné que la mesure unilatérale israélienne menace de compromettre les efforts continus et soutenus qu'elle déploie pour renforcer la cohésion nationale, promouvoir une gouvernance inclusive et rétablir la paix et la sécurité à l'échelle du pays. Il s'agit également d'une question qui concerne l'ensemble de la région dès lors que la mesure unilatérale israélienne constitue un risque réel susceptible d'aggraver l'instabilité dans une zone qui a longtemps souffert d'une fragilité chronique et des crises complexes. Of adding more instability to a region that has long suffered from endured fragilities and protracted crises. Et devant cette situation, Attaf a appelé à un engagement collectif renouvelé en faveur de l'unité africaine. Algeria believes that today's meeting must go beyond the simple
L'Algérie estime que la réunion d'aujourd'hui doit aller au-delà de la simple expression de condamnation à l'égard de la mesure unilatérale israélienne et de l'affirmation de la solidarité avec la République sœur de Somalie. Ce qui est requis de nous à ce stade, c'est un engagement collectif renouvelé en faveur de l'unité africaine. L'unité africaine face à toutes les tentatives visant à déstabiliser les États africains par l'atteinte à leur souveraineté, à leur unité nationale et à leur intégrité territoriale. L'unité africaine dans la défense du cadre juridique collectif qui nous rassemble, y compris le principe sacré de l'intangibilité des frontières héritées de la période des indépendances de nos pays. Enfin et surtout, l'unité africaine dans la protection de l'ordre international fondé sur des règles, ordre qui permet à nos États d'exercer leurs droits et d'assumer leurs obligations sur un pied d'égalité avec l'ensemble des États membres de l'Organisation des Nations Unies. In which our countries can enjoy their rights and fulfill their duties on an equal footing with all other UN member states. Je vous lisais également en titre, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce mardi à Alger la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, Amy Pope, qui effectue une visite officielle en Algérie. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont examiné les différents volets des relations de coopération entre l'Algérie et l'OIM et discuté des moyens de les renforcer afin d'assurer une prise en charge efficace des divers défis liés au dossier migratoire. Les essais techniques préliminaires sur la ligne ferroviaire minière ouest de l'Algérie reliant Béchar, Tindouf et Garage Billet ont débuté ce mardi à l'aide d'une locomotive spécialement équipée pour le transport de passagers selon l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires, l'ANESRIF. Pour rappel, ce projet majeur couvrant une distance de 950 km sur l'axe ferroviaire Béchar-Tindouf-Garage Billet a été réalisé dans des délais records. Il vise principalement à valoriser le gisement de fer de Garage Billet tout en désenclavant une grande partie des wilayas du sud-ouest du pays. Une frappe de drone sur la ville soudanaise d'El Obeid, la capitale de l'État du Kordofan Nord, a tué hier 10 personnes, dont 7 enfants. Selon une source médicale, la frappe avait touché une maison dans le centre de cette ville, contrôlée par l'armée, mais assiégée par les forces de soutien rapide. Et dans ce contexte, de nombreuses familles soudanaises ont été brutalement chassées de leur domicile, fuyant la violence perpétrée par les forces de soutien rapide. Sans avoir le temps de se préparer, elles ont dû fuir dans la panique, laissant derrière elles leurs biens et leurs papiers d'identité. Le chemin de l'exil a été long et éprouvant. Il est raconté aujourd'hui par celles qui l'ont vécu. Maria Chouillard. Au Soudan, la guerre continue de jeter des milliers de civils sur les routes. Chassés de leurs maisons par les combats, des familles entières fuient sans rien emporter, au péril de leur vie. Elles se retrouvent par dizaines entassées dans des tentes au milieu de nulle part, là où tout manque. Lorsque les forces de soutien rapide sont arrivées et nous ont expulsés de nos maisons, ils ne nous ont même pas laissé le temps de nous habiller. Nos enfants ont fui pieds nus et nous ont dit que ces maisons n'étaient plus les nôtres. Il nous a fallu 10 jours pour arriver ici. Nous avons croisé un autre groupe des forces de soutien rapide en chemin. J'ai un fils qui l'ont épuisé. J'ai 3 filles et 2 garçons. Mais ils ne leur ont rien fait. Ils ont ordonné à mon fils de participer à des marches militaires et lui ont donné l'ordre d'exécuter des gens. Nous avons fui nos maisons sans emporter de papier ni de carte d'identité. Sur les routes de l'exil, les dangers sont constants. Les déplacements durent parfois plusieurs semaines, exposant les civils et notamment les enfants à une extrême fatigue. Les conditions de déplacement sont éprouvantes. Les pannes, l'isolement, pas d'eau, pas de nourriture. Chaque obstacle rallonge le trajet et épuise un peu plus les familles déplacées.
Nous avons voyagé pendant 15 jours car notre véhicule tombait fréquemment en panne dans la forêt. À chaque fois, il nous fallait environ 3 jours pour le réparer et reprendre notre route. Pendant notre fuite, il n'y avait ni eau, ni nourriture, ni magasin ou acheter quoi que ce soit. Nous avons cherché de l'eau dans la forêt et n'avons trouvé qu'un étang utilisé par le bétail et les bergers. Nous y avons donc étanché notre soif. Notre voyage a duré 14 jours et nous étions extrêmement fatigués. J'avais terriblement mal aux pieds à force de marcher. Même ma seule chaussure s'est déchirée à force de marcher. Nos enfants marchaient pieds nus. Aujourd'hui déplacées, ces femmes portent la voix de milliers de Soudanaises contraintes de fuir la violence. Leur avenir reste incertain, suspendu à une aide humanitaire encore insuffisante face à l'ampleur de la situation. Dans l'actualité aussi, l'Angola a affirmé avoir soumis au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, des propositions pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, propositions que le dirigeant congolais a jugées intéressantes. Tinhinan Makassi. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo a atteint un nouveau point de tension après des affrontements violents entre l'armée congolaise et les groupes armés dans le M23 depuis samedi. La crise sécuritaire se transforme en un véritable enjeu diplomatique pour la région des Grands Lacs. Et face à ce contexte, l'Angola, par l'intermédiaire de son président Joao Lourenço, a proposé une série de mesures au président congolais Félix Tshisekedi. Des propositions jugées intéressantes par Kinshasa qui pourraient jouer un rôle dans la désescalade. Si les détails de ces propositions demeurent confidentiels, leur importance réside dans leur origine. Faut-il signaler que l'Angola connaît bien ce dossier en raison d'abord des médiations nommées processus de Luanda que le pays mène depuis 2022 et dont l'objectif est de désamorcer les tensions diplomatiques dans la région des Grands Lacs. Par ailleurs, acteur régional majeur, l'Angola fait partie de ces nations continentales qui prônent les solutions africaines pour les problèmes africains. Une démarche qui s'inscrit dans une volonté affirmée de la part de l'Union africaine de traiter ces crises sans l'ingérence des puissances étrangères. Cependant, derrière cette dynamique africaine se cache une réalité géopolitique plus complexe. Alors que les États-Unis affirment apporter un soutien diplomatique aux efforts de paix, notamment avec les accords de Washington de juin et décembre 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda voisin, lui conférant ainsi à Washington une influence sur la région, notamment à travers des alliances stratégiques. Les tensions liées aux ressources naturelles de la RDC et aux ambitions économiques mondiales sont un point important dans ce dossier. Cela dit, il semble bien que les solutions afro-africaines gagnent du terrain. Et pour cause, la Zambie s'apprête à accueillir dans les prochains jours une réunion régionale de haut niveau sur la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Et ce, à la demande de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Pas moins de 12 ministres de la Défense et chefs d'état-major des forces armées des pays membres sont attendus. Toujours en Afrique, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a été réélu avec 76,15% des voix selon l'autorité des élections lors d'une cérémonie prévue à cet effet. Quelques 52,43% des électeurs de ce pays d'Afrique centrale se sont rendus aux urnes le 28 décembre pour un quadruple scrutin présidentiel, législatif, régional et municipal dont les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel à la mi-janvier après l'examen d'éventuels recours. Inondation au Maroc, à Rabat, dans le quartier Akari. L'effondrement partiel d'un immeuble a fait 2 morts et 4 blessés. Un accident de plus qui met en lumière la vétusté des bâtiments, l'urbanisation anarchique et la négligence persistante des autorités, alors que des milliers de logements menacent de tomber en ruine à travers le royaume. Neila Hamouda. Encore un immeuble qui s'effondre, encore des vies brisées.
À Rabat, dans le quartier Akari, les habitants restent figés face à une scène de chaos. Un immeuble éventré, des gravats partout et des vies brutalement fauchées. Le bilan est lourd, 2 morts et 4 blessés. Les équipes de la protection civile interviennent pour dégager les décombres et rechercher d'éventuelles personnes coincées. Le bâtiment, composé d'un rez-de-chaussée à usage commercial et de 2 étages habités par une seule famille, s'est écroulé brutalement. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet effondrement. Ce drame n'est pas un cas isolé. À Fès, un autre immeuble s'est effondré dans le quartier de Djenan El-Ouard. À Sawira, dans l'ancien Mlah, une maison s'est écroulée, emportant la vie d'une femme et de son nourrisson de 4 mois. Des effondrements similaires ont été enregistrés dans plusieurs régions du royaume, souvent aggravés par les fortes pluies, mais surtout par des années de négligence. Dans de nombreux quartiers anciens et populaires, des immeubles menacent ruine depuis des années. Les habitants alertent, demandent des expertises, réclament des solutions en vain. Les constructions anarchiques prolifèrent, les contrôles sont insuffisants et les décisions tardent jusqu'à ce que le pire arrive. Les conséquences humaines sont lourdes. Après l'effondrement, des familles se retrouvent sans abri, privées de leur maison. L'accompagnement des sinistrés reste limité, laissant des victimes du béton dans une grande détresse sociale. Tant que l'inaction persistera, ces drames continueront de se répéter, transformant l'insécurité urbaine à une fatalité inacceptable. L'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza fait 71 391 martyrs et 171 279 blessés, en majorité des femmes et des enfants depuis le 7 octobre 2023, selon un nouveau bilan communiqué ce mardi par les autorités sanitaires palestiniennes, soulignant que les corps de 2 martyrs ainsi que 10 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et sur le terrain, un Palestinien est tombé en martyr ce mardi sous les balles des forces de l'entité sioniste à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza le 10 octobre dernier, 422 Palestiniens sont tombés en martyr et 1189 autres ont été blessés, tandis que les corps de 684 martyrs ont été récupérés. Dieu nous suffit et il est le meilleur protecteur de nos affaires contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump. Dieu nous suffit et il est le meilleur protecteur de nos affaires contre eux et leurs partisans. Dieu est notre sauveur. Que nous reste-t-il? Nous n'avons plus d'enfants. Loué soit Dieu. Quelle est la faute de ces enfants qui étaient assis dans leur tente? Qu'ont-ils fait pour être tués? Dieu est leur sauveur. Est-ce une trêve? C'est une trêve noire. Pourquoi leur ont-ils fait ça? Pourquoi ils ont tué les enfants? Pourquoi nous ont-ils tués ainsi? Est-ce une trêve? C'est inadmissible. Les présidents nous surveillent. Je le jure, ils nous surveillent. Dieu est notre sauveur face à eux. La commission de résistance aux murs et aux colonies, cette fois, a rapporté que les forces de l'occupation sioniste avaient saisi 47 hectares de terrain appartenant aux villes de Fanda Koumiya et Silat al-Dar dans le gouvernorat de Jenin et à Bourak dans le gouvernorat de Naplouse en Palestine occupée. Cette saisie a été effectuée dans le cadre de l'extension d'un ordre militaire émis par l'occupation sioniste le mois dernier, prévoyant l'expropriation d'un total de 503 hectares de terrain dans ces 3 villes afin de construire une route reliant des colonies. Au moins 548 colons sionistes ont pris d'assaut ce mardi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville d'Al-Quds, occupée sous la protection des forces de l'occupation sioniste. Les colons qui se sont introduits dans l'enceinte de la mosquée ont accompli des rituels talmudiques et provocateurs dans ces cours.
Le président libanais Joseph Aoun a condamné les attaques sionistes qui ont ciblé ce mardi à l'aube plusieurs villes, dont Saïda, dans le sud du Liban, soulignant que ces attaques visaient à contrecarrer tous les efforts pour mettre fin à l'escalade dans le pays, malgré la coopération du Liban à ces efforts à différents niveaux et les mesures adoptées par le gouvernement libanais pour étendre son autorité sur la région méridionale de Litanie. Par ailleurs, les forces de l'entité sioniste ont mené ce mardi 3 incursions dans la campagne de Konetra, au sud de la Syrie. Une patrouille composée de 3 véhicules a traversé la frontière depuis l'entrée de la ville de Bir Adjam en direction des villages de Barika et Koudna dans la campagne du sud de Konetra. Une autre force sioniste composée de 12 véhicules militaires est entrée dans le village de Saïda al-Hanout par le point de passage de Tel Abou Raitar avant de se diriger vers le village de Rosanieh, puis vers Saïda al-Golan. Par ailleurs, des soldats de l'entité sioniste ont installé un barrage routier au carrefour ouest de Saïda al-Golan. Une autre unité est brièvement entrée dans le village et fouillé une maison avant de se retirer. Le respect de la charte de l'ONU et du droit international est le fondement de l'ordre international. C'est ce qu'a affirmé hier soir la présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, Anna-Lena Baerbock, dans un communiqué concernant la situation au Venezuela, soulignant que la charte de l'ONU n'était pas facultative et qu'elle constituait son cadre directeur en temps de paix comme en temps de guerre, de crise, comme c'est le cas aujourd'hui au Venezuela, où la situation a culminé avec l'intervention militaire des États-Unis. Et dans ce contexte, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Mao Ning, a réitéré ce mardi la ferme opposition de la Chine à l'utilisation de la force militaire dans les affaires internationales et a appelé au respect de la souveraineté et du choix indépendant des voies de développement de tous les pays. La Chine soutient fermement le gouvernement et le peuple vénézuélien dans la sauvegarde de leur souveraineté, de leur sécurité et de leurs droits et intérêts légitimes et soutient fermement le pays de la région dans le maintien du statut de l'Amérique latine et des Caraïbes comme zone de paix. La Chine est prête à travailler avec les pays de la région et la communauté internationale pour maintenir conjointement la paix et la stabilité en Amérique latine et dans les Caraïbes. Autre tension, le Premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielsen a remercié ce mardi les dirigeants européens de leur soutien sans ambiguïté face aux revendications de Donald Trump sur le Groenland, un territoire autonome danois, et a appelé le gouvernement américain au dialogue. Départ de convoi pour Paris, rassemblement devant des préfectures, contrôle sauvage de marchandises. Les actions des agriculteurs en France diffèrent ce mardi selon les syndicats, dont 2 ont été reçus à Matignon en fin d'après-midi. Une douzaine de membres du gouvernement ont été conviés. Les annonces du gouvernement ont jusque-là été jugées insuffisantes pour répondre aux multiples crises auxquelles les agriculteurs font face. Épizootie de dermatose nodulaire contagieuse pour les bovins, faible cours du blé et prix élevé des engrais ou encore menace d'une concurrence accrue des pays latino-américains du Mercosur. La France, où 5 personnes sont décédées dans des accidents de la circulation provoqués par le verglas et les chutes de neige, selon le ministre français des Transports, qui déplore la sous-évaluation de l'événement par les services météorologiques nationaux.
Outre la France, un froid glacial a frappé de vastes régions d'Europe ce mardi. La neige et le verglas ayant entraîné l'annulation de centaines de vols aux Pays-Bas, où le trafic ferroviaire intérieur a été totalement interrompu ce matin suite à une panne informatique qui a aggravé les perturbations sur l'ensemble du réseau. Et puis avant de nous quitter, l'Algérie joue en ce moment les prolongations lors d'un match comptant pour les huitièmes de finale de la CAN 2025 face à la République démocratique du Congo. Objectif 1, se qualifier pour les quarts de finale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.